inconsolable est un mot que je trouve beau et cruellement beau, et surtout que je trouve juste. Inconsolable, c'est, en tout cas j'aimais l'hypothèse dans le livre, que nous sommes tous inconsolables de naissance. C'est-à-dire que nous naissons avec un sentiment de perte, de manque, que nous ne parvenons pas à nommer, et qui fait que toute notre vie, nous allons chercher une consolation, et une consolation que nous ne pourrons pas trouver. D'où le mot de inconsolable, qui n'est pas simplement un adjectif qui décrit quelqu'un qui a perdu quelqu'un de cher, mais aussi donc notre état de nature, comme un état anthropologique. Et dans le livre, j'essaye d'avancer une autre hypothèse, qui est que si nous sommes tous inconsolables, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que de cet inconsolable peut naître aussi un certain goût pour l'existence que nous n'aurions pas si nous n'avions pas ce caractère inconsolable. C'est peut-être aussi un moteur dans la vie et quelque chose qui nous fait nous transformer dans l'existence d'une manière nouvelle. Et donc j'y vois aussi une chance. À aucun moment je ne me suis dit que j'allais écrire le livre de telle façon. En réalité, l'idée du livre m'est venue quand mon père est mort, il y a quelque temps, et j'ai voulu décrire à vif le sentiment qui s'empare de la personne qui fait cette expérience d'assister à la fin de vie d'un être aimé, puis à la mort et la sidération qui s'ensuit, et enfin à la lente reconstruction du goût pour la vie qui peut, dans le meilleur des cas, advenir. Ce qui m'intéresse, c'est de saisir cette expérience-là, qui est une sorte de face-à-face avec la mort, à travers le prisme de l'ordinaire. Le premier livre que j'ai écrit s'appelle « La vie ordinaire » et posait déjà que c'est dans l'ordinaire que se loge quelque chose d'important dans notre vie à tous, si bien que pour moi il était important de ne pas simplement proposer des concepts de réflexion, ce que je fais dans le livre, mais aussi d'ancrer cette réflexion dans une vie ordinaire qui est celle de la narratrice et qui donc vit avec des enfants, un compagnon, un chat aussi qui vient s'inviter dans la vie ordinaire alors qu'il n'est pas forcément le bienvenu, et évidemment le personnage du père qui tient une grande place puisque c'est lui qui meurt au cours du texte, et c'est la façon d'essayer de le garder en vie ou d'accepter qu'il soit mort qui occupe la seconde partie du texte. Toute la question est de savoir quel rôle joue la littérature, la philosophie, les livres en général, lorsqu'on traverse une telle épreuve. Souvent, en tout cas c'est ce que j'ai lu dans l'histoire de la philosophie, même de la littérature, on pose que ces livres-là seraient des outils de consolation qui nous permettraient d'aller mieux. Or, je le dis dès le début du livre, je sais que la lecture et que même l'écriture ne pourront pas me venir en aide, que ce ne sera pas le lieu d'une consolation, puisque nous sommes, c'est le titre du livre, inconsolables. Pourtant j'écris et pourtant je lis. C'est donc qu'il y a bien une utilité à l'écriture et à la lecture en cas de grand chagrin. Et en réalité, il me semble que l'utilité, elle n'est pas du côté de la consolation, mais du côté du compagnonnage. Ce dont nous avons besoin dans ces cas-là, c'est tout simplement de se sentir un peu moins seul. Et c'est sans doute là aussi la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, pour me sentir moins seul, mais aussi pour que les personnes qui traversent cette expérience puissent savoir que leur singularité trouve un écho chez tout le monde, que ce qu'il y a de plus intime, bien souvent, c'est ce qu'il y a de plus universel. C'est exactement la rencontre entre l'effroyable, l'innommable, l'expérience de la mort, et ce qu'il y a de plus trivial dans notre existence qui m'intéresse. Et c'est vraiment un fil que je tire depuis le précédent livre, de savoir ce que, en réalité, tout ce qui m'intéresse, c'est de voir comment nous sommes transformés par les expériences que nous faisons dans notre vie, dans ce qu'elle peut avoir de plus ordinaire, que nous qualifions à tort de banal, parce que je ne crois pas que l'ordinaire soit le banal, mais aussi dans les expériences les plus inédites, les plus inouïes, que ce soit la mort de quelqu'un ou la naissance d'un enfant. Ce que je constate, c'est que dans les deux cas, du côté de l'extraordinaire comme du côté de l'ordinaire, il y a une sorte de fécondité du regard qui s'y pose, et c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est de voir comment rendre intéressant des choses qui semblent en dehors du domaine de la pensée, ou des choses qui semblent même pas intéressantes tellement elles sont triviales. À mon sens, les deux sont très fécondes et les deux sont riches d'enseignements, et je trouve que confronter le plus ordinaire avec le plus exceptionnel et le plus inouï est vraiment ce qu'il y a de plus encourageant dans la pensée, et sans doute aussi une aide à continuer à vivre et à trouver la vie intéressante. Ce qu'il faut comprendre pour ceux qui n'ont pas fait l'expérience, c'est que lorsqu'on perd
en l'occurrence son père, ça peut être sa mère, son compagnon, quelqu'un de très proche, il y a un moment où on se demande si, tout simplement si on va pouvoir continuer à vivre, si on va pouvoir survivre à cette perte-là. La question reste ouverte et tout le monde n'y parvient pas forcément. Dans mon cas, l'écriture s'est imposée comme quelque chose qui allait non pas changer les choses, et d'ailleurs je le dis tout de suite, la première phrase du livre c'est « J'entre ici en perdante ». Je sais que je perdrai, je sais que les mots ne pourront pas m'aider. En revanche, perdre, c'est encore être en vie. Écrire, c'est rester du côté de la vie. Et lire et être lu, c'est une manière de se donner la main pour continuer à avancer. Et pourquoi pas redevenir heureux, non pas malgré le chagrin, mais avec lui. Et c'est la transformation que j'essaie de raconter dans le livre, le fait de réaliser que la tristesse n'est pas un obstacle à la joie, que le chagrin n'est pas un obstacle au goût de l'existence, et peut-être même ce goût-là s'accroît-il avec le chagrin, et qu'au fond, ce qu'on prenait comme un obstacle ou quelque chose d'insurmontable pouvait tout simplement donner à la vie une autre saveur et peut-être encore plus intéressante, en tout cas beaucoup plus intense.